Je vous propose que Michel commence. Donc, je vais illustrer mes propos par un exemple très précis concernant la cardiologie. Et ensuite, vous verrez donc ce qu'une collaboration entre un IHU, dont je suis le directeur à Bordeaux, le Lyric, et l'INRIA de Bordeaux peut créer. Et ensuite, Nicolas traitera de façon plus générale les modèles numériques. Donc, un rappel, les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité adulte dans le monde, la deuxième cause en Europe. Et si vous voyez ici la courbe entre 1995 et 2005, vous voyez la réduction spectaculaire de la mortalité cardiaque en rouge, et en bleu, la mortalité du cancer, qui elle aussi se réduit, mais avec une pente moindre. Et donc, il y a eu un impact certain de la recherche cardiovasculaire sur la réduction de la mortalité dans les 20 dernières années, avec différents médicaments, différents types d'interventions et de technologies pour cette intervention, et des nouveaux médicaments. Et on a vu émerger dans les 10 dernières années des techniques qui s'appliquent essentiellement à l'électricité cardiaque, et c'est cet aspect que je vais développer ici. Vous avez ici donc le nouveau institut IHU de Bordeaux qui s'appelle le Lyric, pour l'Institut de rythmologie et modélisation cardiaque. Et nous avons la chance donc d'avoir l'INRIA à Bordeaux, et on a pu développer différentes techniques et méthodologies que je vais rapidement vous brosser. Et nous avons beaucoup de chercheurs venant de multiples pays. Il y a actuellement 18 nationalités différentes, une petite tour de Babel de la recherche. Les thématiques de recherche, vous avez ici donc le flux électrique. C'est essentiellement dans l'oreillette, la fibrillation de l'oreillette, 5 millions d'individus en Europe, première cause des AVC emboliques. L'insuffisance cardiaque dont parlera Nicolas, qui est une dysfonction mécanique du cœur, mais qui peut avoir un primum movens qui est électrique. Et la correction de l'électricité permet d'améliorer la mécanique. Et j'insisterai donc aujourd'hui sur un aspect, une vraie calamité que sont les arythmies ventriculaires et la mort subite, à partir donc de quelques illustrations. Alors, je vais montrer ceci. Déjà, c'est une image assez terrible, où on voit donc cette personne qui parle et qui va développer une fibrillation ventriculaire qui va le tuer en quelques secondes. Et c'est en fait, ça se passe toujours comme ça, d'une façon extrêmement brutale. Et les gens attribuent ça à un arrêt cardiaque, une rupture d'anévrisme, à une embolie pulmonaire, alors que c'est quasiment toujours ce que vous avez sur l'électrocardiogramme standard ici. Vous avez un rythme normal, et brutalement, dans ce ciel serein, l'orage rythmique démarre et balaye donc l'individu en quelques secondes. Alors, ce type de décès, c'est équivalent à la mortalité des 3 plus fréquents cancers en Europe. Le cancer du sein, le cancer du poumon et le cancer de la prostate tuent autant, ou plutôt la fibrillation ventriculaire tue autant que ça, et c'est largement sous-estimé, y compris par les pouvoirs publics. Alors, le décès est à domicile dans la plupart des cas, et donc il n'y a pas de défibrillateur dans les domiciles, d'où une mortalité effroyablement élevée à 98%. Donc c'est ce domaine très particulier que l'on traite, parce que c'est celui dans lequel, des 20 dernières années, on a eu le moins de progrès, malgré les considérables innovations qui ont eu lieu dans le domaine de la cardiologie. Alors, le challenge majeur, c'est que si on estime qu'environ 10% des individus vont décéder de mort prématurée subite, ça fait quelques dizaines d'entre nous ici qui vont disparaître soudainement comme ça. Et le challenge majeur, c'est d'identifier quels sont les sujets vulnérables qui vont disparaître plus ou moins prématurément de cette arythmie. Alors vous avez la génétique, nous avons des cohortes considérables en France. Vous avez une structure très anormale de l'architecture cardiaque permettra sans doute, et Nicolas en parlera, de pouvoir avoir une vulnérabilité particulière de l'individu. Et je vous parlerai de la collaboration qu'on a eue donc avec l'INRIA, qui est le signal électrique. La structure, c'est l'imagerie, IRM, scanner, etc. L'électricité, c'est beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué, disent certains, que la physique des particules, en raison même du fait que le problème est mal posé et qu'il n'y a pas de certitude dans les solutions que l'on peut apporter à la propagation donc, des signaux électriques. Alors, cette image est fantastique. Vous avez à gauche Röntgen et vous avez la première radiographie,
les premiers rayons X de 1895, c'est la main de sa femme dans laquelle vous pouvez encore identifier l'alliance. En un siècle, nous sommes arrivés à des imageries IRM époustouflantes de réalité, dynamiques, etc. Donc la structure a considérablement évolué par l'imagerie et par les techniques numériques appliquées à l'imagerie. Vous avez à droite Eindhoven, Pays-Bas, et vous avez ici le premier électrocardiogramme qui était par un galvanomètre à cordes. Et un siècle plus tard, nous avons exactement le même électrocardiogramme, le même 12 dérivations qui traduit l'activité électrique. Il n'y a pas eu de progrès décisif à l'instar de ce qui se passe à gauche sur la structure. Et en fait, quand vous avez ici, donc à l'intérieur du thorax, vous avez des sources électriques cardiaques, elles vont se propager vers le thorax, mais elles vont subir une diffusion tellement élargie que quand on les détecte sur le thorax, ici vous imaginez que chaque électrode c'est cet appareil photo, il est mathématiquement impossible de pouvoir définir exactement où était la source et ses caractéristiques au départ. C'est un problème dit mal posé, pour lequel, en 20 ou 30 ans de recherche, il y a eu assez peu d'innovation. C'est ça qui explique ce qui se passe ici, avec l'absence de progrès pour la fonction électrique du cœur, tout comme d'ailleurs celle du cerveau, qui est plus difficile d'ailleurs à repérer du fait qu'il y a le crâne qui est interposé. Mais on est dans la même configuration, et nous pensons que nous allons pouvoir relever le défi. Alors nous allons le relever avec cette méthodologie qui est unique en Europe et qui ne se fait actuellement qu'à Washington Université, avec qui nous collaborons, qui est d'étudier le cœur humain explanté. Ce sont des sujets qui décèdent et qui donnent leur cœur, ou des sujets transplantés. Et avec l'agence de biomédecine, on a pu obtenir l'accord d'utiliser ces cœurs. Quand le cœur est extrait et ensuite nous le prélevons, pendant 8 heures, on a la capacité de pouvoir le faire travailler, de lui donner une seconde vie, et nous avons le matériel à nord. Ce n'est pas les souris génétiquement modifiées, c'est exactement le cœur. Et on peut l'étudier donc, voici ici l'odyssée d'un cœur qui est prélevé ici, qui ensuite va pouvoir être cartographié, perfusé, cartographié en carte optique avec des résolutions électriques de 1 milliseconde. Ensuite, nous avons une IRM de 9,4 Tesla qui est unique en Europe, dans lequel on a des résolutions de 25 microns. Donc là, on va avoir un ensemble de données considérables qui vont pouvoir ensuite être traitées numériquement pour améliorer la physiologie et la physiopathologie du cœur humain. Une arme imparable, j'oserais dire. Et nous avons donc, à partir de cette base, voici d'ailleurs ce qui se passe. Ici, il y a le prélèvement opératoire qui se fait donc à l'hôpital Pellegrin. Et là, nous attendons ici. C'est la nuit et nous attendons que le cœur arrive pour pouvoir très rapidement utiliser les 8 heures qui nous restent pour exploiter au maximum l'information et les milliers de données qu'elle va nous fournir. Et voilà donc les premiers résultats. Donc vous avez ici un cœur humain dans lequel nous allons mettre des électrodes. Et donc on va avoir exactement l'activité à la source. Ce cœur humain va ensuite être bardé de ces électrodes, va ensuite être mis dans un thorax qui va reproduire le thorax d'un patient dans lequel il est bardé d'électrodes ici. Et on va donc essayer de résoudre le problème inverse. On a l'information à la source, l'information sur le thorax, et arriver par les modèles à avoir une exactitude la plus proche possible de la vérité de cette information par de multiples méthodes numériques qui sont exposées ici, avec l'équipe Carmel en particulier, ou l'IMB de Bordeaux. Et donc, chaque année à Bordeaux, dans le lyrique, 30% des allocations biomédicales des supercomputers de la planète du pays sont attribuées à ce projet de bioélectricité. Et je vous montre voilà, différents travaux qui sont en cours avec l'INRIA. Et je vous montre un premier résultat. Donc, c'est un sujet voici la veste d'électrode sur laquelle nous travaillons et sur lequel nous appliquons donc le domaine de l'électrocardiographie. Et voici donc ce qu'on peut détecter par des méthodes numériques. On va déclencher donc une arythmie chez ce patient qui a été ressuscité d'une mort subite rythmique. Et vous avez ici sur ce ventricule, vous avez un mouvement rotatif ici. Ils sont des rotors qui battent à extrême vitesse, à 400 par minute. Et c'est ce rotor qui est l'explication même de la mort subite de ces patients.
des espèces de tourbillons qui vont entraîner le décès en quelques secondes. Et l'étape 2, c'est qu'une fois que vous savez où sont identifiés donc, les tourbillons, on étudie ces endroits-là par des cathéters de très haute résolution pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans l'œil du cyclone. Et en l'occurrence, c'est un travail qui est en cours. Ici, il y a des potentiels très particuliers, des signaux singuliers, qui nous paraissent être un marqueur direct, et nous espérons développer assez rapidement avec l'INRIA un outil qui permettra donc de détecter les sujets vulnérables. Si parmi vous, il y a des esprits vifs et intéressés, ils sont bienvenus à Bordeaux. Super. Très bien, merci Michel pour cette formidable introduction à l'exposé dans lequel je vais essayer de vous montrer comment on peut passer en fait des images cardiaques et des signaux d'électrophysiologie au cœur numérique et à la médecine numérique. Alors, ce que nous a montré Michel, c'est qu'en fait, en cardiologie et notamment en cardiologie interventionnelle, le médecin est confronté à un déluge d'informations. On a vu qu'il y avait des informations qui venaient par exemple de l'imagerie par résonance magnétique, qui va donner des informations sur la forme et le mouvement du cœur. Des informations, alors c'est la veste d'électrode que vous voyez ici, des informations de nature électrique qui vont donner l'électrophysiologie cardiaque. Et puis pendant l'intervention, il y a encore d'autres images, des images de radiologie qui permettent de suivre le mouvement de ces cathéters, qui permettent d'intervenir sur le cœur. Alors face à ce déluge d'informations, l'informatique, les sciences numériques sont appelées à la rescousse pour extraire en fait l'information qui est cliniquement pertinente, et puis pour calculer sur cette information, la traiter dans un cadre unifié. Et ce cadre unifié, c'est le cadre plus général sur lequel, à l'INRIA, nous travaillons déjà depuis longtemps, qui est celui du patient numérique personnalisé. Alors de quoi s'agit-il ? Eh bien, vous pouvez imaginer ce patient numérique personnalisé comme ce rectangle rouge dans lequel on a des modèles computationnels du corps humain. De quoi s'agit-il ? Ce sont en fait des algorithmes et des données qui reproduisent in silico, c'est-à-dire dans l'ordinateur, l'anatomie, la forme des organes et la physiologie, c'est-à-dire leur fonctionnement. Et ces algorithmes, ils s'appuient sur des modèles qui viennent de différentes sciences, notamment l'informatique, les mathématiques, mais d'autres sciences également, à différentes échelles. Et ça permet, par exemple, de construire un modèle numérique moyen du cœur. Alors, si on veut construire un modèle spécifique qui correspond à un patient donné, eh bien, il faut le confronter à des données in vivo. Alors, ce sont, par exemple, les images cardiaques, les signaux d'électrophysiologie, des données également, tu en as parlé, qui peuvent venir de la génomique. Et il peut y avoir également des données sur le style de vie, le comportement, etc. Et en confrontant les données au modèle, on raffine le modèle pour le rendre spécifique au patient. Et on a ce qu'on appelle un modèle numérique personnalisé, ici du cœur. Et ce modèle personnalisé, ces paramètres permettent de mieux interpréter les images et les signaux. C'est ce qu'on appelle l'aide au diagnostic. Éventuellement de simuler une évolution, c'est l'aide au pronostic, et de planifier, simuler ou contrôler une intervention, c'est l'aide à la thérapie. Et si vous voulez, c'est ça les trois piliers de la médecine numérique, l'aide au diagnostic, au pronostic et à la thérapie par ordinateur. Alors il faut savoir que le patient numérique, il y a deux grandes composantes. Une composante anatomie numérique. Les algorithmes s'appuient plutôt sur des modèles basés sur la géométrie, les statistiques, la sémantique. Et puis, pour décrire la physiologie numérique, il faut rajouter des algorithmes qui s'appuient sur des modèles biologiques et physico-chimiques. Alors, il y a toutes ces composantes dans le cœur numérique qu'on a construit, par exemple, à l'INRIA, notamment en partenariat avec l'IHU de Bordeaux. Il y a la composante structurelle, donc la forme du cœur, de ses cavités, la structure très particulière des fibres cardiaques. Il y a la composante électrique où on décrit donc
l'électrophysiologie. Il y a une composante mécanique qui décrit la contraction des fibres cardiaques et une composante hémodynamique, peut-être la plus importante, qui décrit le mouvement du sang. Alors juste pour donner quand même une illustration de ce qu'il y a derrière les algorithmes et derrière ces modèles, eh bien, il y a des équations. Par exemple, le modèle électrique qui est sur la gauche, ce sont des équations aux dérivées partielles. On appelle ça des équations de réaction-diffusion. Elles vont décrire la manière dont le potentiel d'action se propage à l'intérieur du muscle cardiaque. Et puis sur la droite, il y a d'autres équations qui décrivent comment, au passage de l'onde électrique, les fibres cardiaques vont se contracter et comment, globalement, on va reproduire un matériau qui est assez complexe puisqu'il est actif, non linéaire, viscoélastique, anisotrope, incompressible. Et ces modèles, bien qu'ils soient macroscopiques à l'échelle de l'organe, ils s'appuient sur des modélisations très fines depuis les échelles nanoscopiques des moteurs ATP, on est à l'échelle moléculaire, jusqu'à l'organe entier en passant par des échelles intermédiaires, notamment celles des fibres cardiaques. Alors voilà le modèle électrique, un modèle électrique, par exemple celui que tu évoquais tout à l'heure, qui permet de reproduire in silico l'apparition de courants de réentrée autour de cicatrices cardiaques, dues par exemple à une ischémie, et qui permettent par exemple de désigner aux cardiologues interventionnels des cibles privilégiées pour l'ablation radiofréquence. Voilà ici, tu l'évoquais aussi tout à l'heure, la personnalisation du modèle sur une patiente qui a une insuffisance cardiaque. Donc on peut, avec le modèle, quantifier cette insuffisance cardiaque. Et mieux, on peut utiliser le modèle pour prédire le bénéfice attendu de l'implantation d'un pacemaker et vérifier le bénéfice fonctionnel attendu de cette implantation. Alors, le futur, eh bien, c'est aussi de profiter des très grandes bases de données qui sont en train d'être construites sur différents organes. Et là, par exemple, nous travaillons avec l'initiative UK Biobank, où plus de 100 000 participants participent. Les images de leur cœur, de leur cerveau sont acquises et ils sont suivis au cours du temps. Et l'idée, c'est d'utiliser ces modèles biophysiques personnalisés de leur cœur pour que lorsqu'une nouvelle image est analysée, eh bien, on puisse de manière automatique la rapprocher des images similaires en termes de forme, de mouvement, pour bénéficier du diagnostic et de la thérapie qui a été appliquée aux précédents patients. Et on a déjà appliqué cette stratégie avec une start-up Monakea Technologies pour guider l'interprétation d'images d'endomicroscopie, par exemple, dans le cadre d'un iLab INRIA. Donc pour conclure, je voudrais dire que dans ce domaine de recherche, du patient numérique, de la médecine numérique, la recherche vraiment s'articule autour d'un triangle vertueux dans lequel on a une recherche académique pluridisciplinaire qui implique souvent plusieurs équipes INRIA et puis qui associe informatique, mathématiques avec d'autres sciences. Et puis des partenaires cliniques qui jouent un rôle absolument indispensable, pas seulement dans le domaine cardiaque, mais également dans d'autres domaines pour poser les bons problèmes et vérifier que les solutions proposées par les chercheurs sont utiles. Et très souvent également des partenaires industriels qui jouent un rôle essentiel pour transformer les prototypes de recherche en des produits qui sont homologués. Et ces partenaires peuvent être soit des grands de l'imagerie, par exemple, des grands de l'informatique, mais aussi des startups. Et parmi les startups, la petite dernière, une startup construite entre l'IHU de Bordeaux et l'INRIA, par 2 médecins de l'IHU de Bordeaux et 2 chercheurs de l'INRIA, dont le but, InHeart, est justement de développer ces modèles personnalisés 3D du cœur pour la cardiologie interventionnelle. Alors, patient numérique et médecine numérique, et ce sera ma dernière diapositive, ce sont de nouveaux outils informatiques au service d'une médecine qui se veut plus personnalisée, plus précise, plus prédictive et plus préventive, et dont l'objectif, c'est vraiment de mieux soigner non pas le patient numérique, mais bien sûr le patient réel. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci, c'est passionnant. On est pendu à vos lèvres. Évidemment, ça pose quelques questions Bien aussi. sûr.
François, on se demandait un petit peu si ça aurait un sens, aujourd'hui vous nous parlez du cœur, de s'attaquer à d'autres organes du corps. Et est-ce que vous avez des collègues chercheurs qui travaillent sur la numérisation, la modélisation d'autres organes? Oui, alors bien sûr, et on va avoir dans un instant une ancienne doctorante de notre équipe qui va présenter des recherches notamment sur le cerveau. Mais c'est vrai que la révolution numérique en santé, elle touche tous les organes. On a entendu parler tout à l'heure d'interprétation automatique des mammographies. On peut bien sûr avoir des modèles d'organes comme le poumon, comme les reins. En fait, l'ensemble du corps, l'ensemble des disciplines médicales est concerné par la révolution numérique. Et les outils qui sont proposés, par exemple en analyse d'image, sont très souvent transverses à travers les disciplines médicales et les organes. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci.